ont été signalés en mer d'Iroise. Pour moi, à près de 40 ans, c'est le début d'une nouvelle vie. Né à Paris, j'y ai fait de solides études de droit. J'ai même été inscrit en tant qu'avocat. Hélas, mon père, mort, j'ai été déshérité, puis contraint de m'exiler. Grâce à des amis influents, je me suis embarqué pour les Indes occidentales, l'Acadie plus particulièrement. Là-bas, j'ai fait le commerce du poisson et celui des fourrures. Je me suis même rendu en notre province du Québec. Hélas, des pirates ont détruit les entrepôts de la compagnie, ainsi que les bateaux, me ruinant définitivement. Prisonnier des Anglais, pendant quelque temps, me voici revenu depuis peu en France. Grâce à l'appui d'un parent, j'ai été introduit auprès du marquis de Seignelay, notre ministre de la Marine, qui m'a accordé cette fonction d'écrivain à bord d'un bateau de la jeune Compagnie des Indes orientales, dont il est le président. Première traversée. Le 5 mars, je suis très heureux d'être l'écrivain de bord sur l'écueil. Il est très rapide, le plus rapide des 6 bateaux. Nous devons souvent réduire la toile d'un bon tiers afin d'attendre le reste de l'escadre. Tant mieux, car en cas de chasse à l'ennemi, nous serons les premiers pour la bataille et pour le pillage. Le vent était favorable. Il n'y a pas eu de virement de bord à effectuer depuis la pointe de Groix. Nous avons souvent couru grand largue, ce qui faisait parfois une vitesse de plus de 5 lieues à l'heure.
fraîche ne fait pas défaut. Nous mangeons beaucoup de bonites pêchées pendant la journée par les matelots de l'équipage. Nous passons le plus clair du temps à jouer aux échecs, aux dames, ou bien à philosopher. Un des mandarins qui retournait dans le royaume de Siam est mort. L'amiral a fait mettre bout au vent et tirer 6 coups de canon. Le 7 mars, nous avons vu tout le jour le pic des Canaries. Le 18 mars, voici les îles du Cap-Vert. C'est le samedi de la veille des rameaux et nous sommes à l'ancre devant Saint-Yago, capitale de l'archipel. Pendant cette escale, nous allons faire le plein d'eau ainsi que de vin de Madère. Il n'y a pas de femmes blanches sur ces îles, mais on dit que les mulâtres ont des forts traits, ont des traits fort beaux et même délicats. Demain, je descendrai à terre.
deuxième traversée. Les malheurs se sont abattus sur notre bateau. Dès notre départ, un matelot manœuvrant pour réduire la toile est tombé à la mer. Il s'est noyé. Peu après le passage de l'équateur et des grandes zones de calme qui l'entourent, notre capitaine, M. Hurtin, est tombé malade. La chaleur, son âge avancé, 61 ans, la perte du matelot ont déclenché la maladie. Puis, hélas, la médecine s'en est mêlée. De trop nombreuses saignées ont affaibli le malade. Enfin, il y a eu le jeûne complet imposé par notre chirurgien, Lafargue, conforté dans sa décision par ses confrères des autres vaisseaux, lequel jeûne fut préconisé aussi par notre aumônier. Tous ces mauvais traitements ont eu raison du brave homme. Il est mort le dimanche 23 avril. La cérémonie de l'enterrement a été empreinte d'une grande tristesse. Il y a eu beaucoup de pleurs. Cela me fait dire qu'outre la qualité de larron, celle des gens de cœur, assez tendres, est due aux Bretons. J'ai ensuite procédé à l'inventaire, puis mis les scellés sur la cabine. Aux grandes dames du lieutenant de la Bouchetière, haï de tout l'équipage. Il se voyait déjà commandant le navire. L'amiral en a décidé autrement. Heureusement. C'est le commandeur de Portière qui dirige maintenant l'écueil. La cérémonie du passage de la Ligue a été retardée par cet événement dramatique. Nous l'avons organisé tout de même le samedi suivant, à grand renfort de seaux d'eau. Le bateau qui venait pour la première fois dans cette partie du monde a été baptisé. Puis, toutes les personnes, y compris quelques ecclésiastiques, qui passaient également la ligne pour la première fois, ont subi le même sort. Tout le monde a beaucoup ri. Après cela, nous avons tué le cochon et bu double ration en criant « Vive le roi ! Vive le capitaine !»
Le 19 mai, il a fait toute la nuit une pluie bien froide. Elle a fait calmer tout à fait le vent. Peut-être qu'il redeviendra bon. Le mardi 30 mai, notre premier pilote, Lénard, a fait sonder et trouver le fond par 72 brasses. Nous avons averti les autres navires. Nous admirons l'habileté de cet homme qui, après 70 jours de navigation, sans voir aucune terre, tant de routes différentes et de différents vents, se trouve juste à son point. Le 11 juin, nous passons entre l'Afrique et Madagascar, dont nous apercevons les sommets. Certes, l'île est très belle, mais dans nos cœurs, c'est la tristesse, à l'évocation des Français massacrés en 1675 et dont les survivants sont exilés à l'île Bourdon. Le 22 juin, c'est enfin l'escale à Mollet, dans les îles d'Anjouan. Troisième traversée. Le mercredi 2 juillet, nous remîmes à la voile. On signalait un bateau ennemi dans les parages. Il était au mouillage. C'était un Anglais très gros, sans doute 900 tonneaux, près de 2 fois la taille de l'Écueil. Il transportait de nombreux soldats en plus des marchandises. Chacun des bateaux de notre escadre le prit tour à tour sous son feu. Ayant coupé ses amarres, il manœuvra habilement, échappant à certains, tout en nous canonnant bougrement. Enfin, voyant son navire sur le point d'être pris, le capitaine, le lâche, s'enfuit à terre après avoir mis le feu à son bâtiment. Quel horrible spectacle!
jours suivants passèrent en réparation. Nous avions de nombreux dégâts dans le mât d'artimon, comme dans la coque. La chambre du capitaine était entièrement dévastée. J'ai comptabilisé plus de 480 boulets tirés par l'écueil. Malgré nos 2 canons de poupe détruits dès la première bordée anglaise que nous avions reçue à très courte distance. Nous n'avons pas eu de mort. Monsieur de la Bouchetière, 3 fois blessé, 3 fois relevé, a gagné l'estime de tout l'équipage et le mien. Le vendredi 28 juillet, vers 8 h du matin, nous avons aperçu Ceylan. Toute la journée, les matelots regardaient avec envie la terre, prétendant sentir les odeurs de cannelle et de girofle. Le 29 juillet, nous avons capturé facilement une flotte hollandaise qui a été copieusement pillée, et cela plusieurs jours de suite. Vendredi 11 août 1690. Ce soir, nous avons mouillé à quelques lieues de Pondichéry, dont nous voyons maintenant les feux dans la nuit.
quatrième traversée. Le 24 août, nous venons de lever l'ancre. Le séjour a été court car il n'y a pas de port à Pondichéry. Nous étions à plus d'une demi-lieue de la rive. Les coups de vent sont fréquents ici et les bateaux peuvent être vite en danger si les câbleaux d'ancre viennent à se rompre. Le chargement des marchandises s'effectue par des embarcations locales très rudimentaires, appelées chélingues. Les ballots sont souvent trempés par la mer. Il en résulte des pertes certaines dans les futures ventes de la compagnie. Le fort n'a de fortification que le nom. Ce n'est qu'une simple muraille, sans talus ni fossés, et l'armement ne se compose que d'une trentaine de canons. Il y a en ce moment près de 200 soldats, certains réfugiés après la Révolution dans le royaume de Siam, où de nombreux Français ont été tués. Les marchandises de Pondichéry sont des toiles colorées, que l'on dénomme en France indiennes, et dont Louis XIV a donné par ordonnance, voici 3 ans, l'exclusivité du commerce à notre compagnie. Il y a aussi le coton, les soieries, le poivre et le salpêtre, si utiles pour nos canons. La plupart de ces marchandises proviennent du Bengale, prochaine étape de notre voyage. Le peuple de ce pays est formé de 3 classes. Les gentils, les maures et les esclaves, que l'on nomme lascaris. J'ai assisté aux funérailles d'un homme qui a été incinéré. Sa femme s'est volontairement jetée dans le bûcher. Tantum religio potuit suadere malorum. La compagnie a ici un directeur de grande valeur, en la personne de M. Martin, parisien d'origine. Sa femme, qu'il n'avait pas vue depuis 20 ans, et sa fille viennent de le rejoindre depuis peu. Grâce à lui, pour l'or, Pondichéry et sa région sont devenus zone neutre, sous la protection du fils du grand Mogol, qui tient en respect anglais et hollandais. Leurs compagnies négociantes ont bien besoin, comme la nôtre, de calme pour le commerce maritime. Demain, il y aura sans doute une canonnade d'enfer, car nous allons à Madras. Les Hollandais y sont. Nous tirerons du canon sous les auspices de Saint-Louis et du roi, dont c'est demain la fête. Pendant les 4 derniers mois, nous avons croisé dans le golfe du Bengale. Nous devions approcher des côtes du royaume de Siam. Cela nous fut impossible.
le 24 janvier 1691. Nous voici sur la route du retour, enfin. De la fin août à la fin novembre, tantôt le vent fut contraire, tantôt il fut inexistant. Parfois même de violents courants nous firent reculer sur la route. Favorisée par des conditions climatiques éprouvantes, la maladie s'est installée parmi nos équipages. Plus de 70 matelots ont été touchés par les fièvres. Plusieurs en sont morts. Les survivants sont atteints du scorbut, car les vives fraîches manquent. La tempête a séparé nos vaisseaux pendant plusieurs semaines. Heureusement, tout le monde s'est retrouvé aux îles Négrades. Notre pénible périple s'est achevé le 6 décembre. Nous sommes entrés dans Balassor pour prendre les marchandises à destination de la France. Nous y sommes restés jusqu'au 30 du même mois afin de soigner nos malades. Mardi 13 février, le vent s'est levé, s'est jeté à l'ouest-sud-ouest. Nous avons viré de bord pour la première fois depuis notre départ de Pondichéry. Nous portons au sud. Il pleut presque toujours. Jeudi 1er mars, hier nous avons vu une éclipse de soleil. Le vent est devenu encore plus fort. Notre misaine est emportée. C'est l'ouragan qui s'annonce. Lundi 9 avril. C'est ce matin que, grâce à Dieu, nous avons doublé le cap de Bonne-Espérance. Lundi 7 mai, après une courte escale aux îles de l'Ascension, où nous fîmes provision de rafraîchissement pour nos malades, nous avons remis à la voile pour aller aux Antilles, en approchant de ce gigantesque pays qu'est le Brésil.